Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et j'ai aujourd'hui ici au studio un invité de marque, c'est-à-dire notre recteur, Louis Lourme. Bonjour Louis. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci surtout à vous de nous faire cet honneur. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez Louis, notre nouveau recteur. Il a déjà eu l'occasion de se présenter. Si vous vous en souvenez bien, au mois d'octobre dernier, c'est lui qui a lancé cette nouvelle saison de podcast. Mais avec lui, en fait, nous ne connaissons, si vous voulez, nous ne le connaissons qu'en tant que recteur. Et aujourd'hui, nous allons discuter, si vous voulez, de sa spécialité, de son champ de prédilection, la philosophie politique, et de ce sur quoi il travaille véritablement, la question de la citoyenneté mondiale. Voilà, alors lui, rapidement, qu'est-ce que la citoyenneté mondiale en fait? Le cosmopolitisme, c'est le terme peut-être un peu qui résonne un peu plus savant, cosmopolitisme, souvent que l'on confond ou plutôt que l'on appelle aussi citoyenneté mondiale. Alors qu'est-ce que c'est et comment est-ce que cette notion de citoyenneté mondiale diffère de la citoyenneté classique? Au fond, si je suis déjà citoyen d'un pays, pourquoi chercher à être citoyen du monde, par exemple? Bon, eh bien, merci pour cette question très, très large pour ouvrir notre discussion. Si la question c'est en quoi la citoyenneté mondiale diffère des conceptions classiques de la citoyenneté, je crois qu'il y a une manière de répondre très simple qui est de dire simplement que la citoyenneté mondiale, elle diffère des conceptions classiques de la citoyenneté tout simplement par le fait majeur qu'elle n'est pas une citoyenneté. Évidemment, être citoyen d'un pays, par exemple, ou d'une ville, on voit bien ce que cela signifie en termes de définition d'un ensemble de droits, de devoirs, c'est très précis, bien sûr. Dans la citoyenneté mondiale, il n'y a rien de tel. Quelqu'un qui se dit lors d'un dîner citoyen du monde, on sait bien que ça signifie pas qu'il est tenu par des droits et des devoirs de la même façon que la citoyenneté nationale, de la même façon que ce qui est impliqué par la citoyenneté nationale. Donc, au moins de prime abord, on peut dire que la citoyenneté mondiale, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est une non-citoyenneté. On pourrait dire, je propose de le dire comme ça, en tout cas, on pourrait dire que c'est une citoyenneté presque par métaphore, par abus de langage. Alors, la citoyenneté mondiale, je tiens à préciser quand même qu'avant de vous recevoir ici, j'en ai discuté quelque peu avec certains étudiants des facultés Loyola et beaucoup d'entre eux sont très sceptiques vis-à-vis de cette notion. Pour certains, ils ont en fait l'impression que c'est encore l'une de ces choses nouvelles que l'on veut nous présenter, un peu tendance, mais pourtant si on s'y connaît ne serait-ce qu'un peu, on voit que ce n'est pas quelque chose de si nouveau que ça, parce que si on remonte l'histoire de la philosophie, on retourne à Platon, on retourne chez les cyniques, on retrouvera déjà des traces de la notion d'une notion de citoyenneté mondiale. Et comme c'est votre domaine de spécialité, pouvez-vous un peu nous parler de cette notion à travers l'histoire de la philosophie? Oui, alors votre remarque, elle est très vraie, elle est très importante. C'est de fait un concept très ancien dans l'histoire de la philosophie morale et de la philosophie politique. Les racines, c'est le cynisme. Assez vite, l'école qui va lui donner le plus de corps ou d'épaisseur à ce concept, ça sera le stoïcisme, mais c'est d'abord le cynisme. Quand Diogène dit qu'il est citoyen du monde, Diogène de Sinople, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne se sent pas citoyen de telle ville, de telle cité. C'est-à-dire que pour lui, quand ce concept apparaît, quand il est inventé, il correspond d'abord à un refus du politique.
je ne suis pas citoyen d'ici. Ça va muter assez vite dans le stoïcisme, c'est pas du tout ce que ça désigne pour le sage stoïcien, dire qu'il est citoyen du monde. Bien sûr que c'est par métaphore, bien sûr que là encore, les droits et les devoirs par lesquels il est tenu ne sont pas des droits et des devoirs immédiatement politiques, juridiques, etc. Mais pour le sage stoïcien, lui, en revanche, c'est pas du tout un refus du politique. Lui, au contraire, c'est l'inscription de son action politique au sein de cette cité particulière dans laquelle il se trouve, qui est en réalité une cité accidentelle pour lui, il pourrait être ailleurs. C'est l'inscription de son action politique au sein, comment on pourrait dire, d'une appartenance plus grande, plus fondamentale, plus essentielle, le cosmos, c'est-à-dire une cité qui est commune aux sages et aux dieux. Pour le sage stoïcien, donc, la référence à la citoyenneté mondiale n'est pas anti-politique, elle est l'expression de la vraie référence politique de son action. C'est là où il doit projeter son action quand il essaye de penser ce qu'est une action bonne. Donc on voit, dès le début, stoïciens, cyniques, ont des usages très variés de la notion, mais il y a quand même quelque chose de commun, puisque votre question porte sur l'histoire, sur l'évolution du concept. Tout à fait. Il y a quand même quelque chose de très commun, c'est que c'est une expression, encore une fois, métaphorique. Et ça, il va falloir attendre très longtemps pour que cela change. Et dans l'évolution du concept, il y a une étape un peu décisive. Alors c'est toujours un peu maladroit ou risqué de tenter de faire des grands jalons historiques comme ça. Mais enfin, probablement que Emmanuel Kant, quand il essaye de produire le droit cosmopolitique, de penser les contours d'un droit cosmopolitique, eh bien, il fait quand même muter ce concept, puisque d'une référence, on pourrait dire oui, métaphorique, mais une référence métaphysique d'une projection de soi hors de la cité particulière dans laquelle le sage se trouve, le concept devient, à l'horizon, quelque chose comme une norme juridique qui va pouvoir conditionner l'action politique réelle des États. Voilà, ça, et des individus. Ça, c'est quand même une grande mutation. Il y en aura d'autres après Kant, mais je crois que le grand changement, c'est d'abord le changement kantien. Et justement, parlant de citoyenneté mondiale, pensez-vous qu'il y ait, parce que vous l'avez dit en introduction, à table, lorsque quelqu'un dit je suis un citoyen du monde, ça n'a pas la même portée que lorsqu'il dit je suis citoyen de mon pays, parce que citoyen français, par exemple, cela implique que vous ayez la possibilité de voter, que vous puissiez vous présenter comme candidat à une certaine élection. Mais si vous dites que vous êtes citoyen du monde, vous ne pouvez pas prétendre participer aux élections dans n'importe quel pays, juste en vertu d'être citoyen du monde. Pensez-vous qu'il y a en fait des conditions nécessaires pour que cet idéal philosophique se matérialise? Je pense par exemple aux institutions internationales comme l'ONU ou Amnesty ou toutes les ONG. Ces institutions ont-elles un rôle à jouer qui puisse matérialiser ou aider à concrétiser cet idéal de citoyenneté mondiale? En fait, dans la manière dont le concept évolue, au XXe siècle en particulier, il y a, si on peut dire, deux branches. Il y a une branche morale, Oui. C'est-à-dire on continue à prendre ce concept comme une référence et en se disant est-ce que c'est juste au regard d'une appartenance commune à l'humanité, je sais pas, est-ce que c'est juste d'agir ainsi, voilà. Ça, c'est tout un champ de développement du concept des études cosmopolitiques. Il y a une autre branche qui répond exactement à votre question. C'est ce qu'on appelle, un peu pompeusement ou de manière peut-être un peu jargonnante, ce qu'on appelle le cosmopolitisme politique. Je ne sais pas si c'est jargonnant, en tout cas la formule est peut-être pas très heureuse. Elle a l'air d'être redondante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une série de chercheurs qui se disent un peu ce que vous suggérez, c'est-à-dire à quelles conditions institutionnelles, par exemple, ou juridiques, à quelles conditions la citoyenneté mondiale peut cesser d'être une métaphore. C'est-à-dire à quelles conditions le fait que moi, individu, je sois citoyen du monde, à quelles conditions ça peut gagner une effectivité juridique et politique. Alors, ça passe probablement par des institutions, par des pratiques nouvelles, on peut en balayer certaines. C'est évident que le développement de ce qu'on a appelé la société civile mondiale
eh bien, ça donne un corps différent, une réalité différente à cet idéal cosmopolitique. Mais il y a aussi toute une série de réformes institutionnelles pensées à l'échelle du monde par des théoriciens politiques, et puis d'innovations institutionnelles aussi, qui permettraient de renforcer l'effectivité de cette citoyenneté mondiale. Et si on ne veut pas parler dans le vague, eh bien, on peut réfléchir à des réformes liées à la démocratisation des institutions internationales, et puis à la création de nouvelles institutions. Bon, on peut peut-être en dire un mot. Ben, dans la notion d'institutions internationales, il y a bien l'idée que ce sont des institutions entre les nations, qui font droit à un certain nombre de problèmes qui sont pertinentes pour gérer un certain nombre de problèmes, mais qui ne sont pas forcément les plus pertinentes pour gérer des problèmes qui se posent à moi en tant que citoyen du monde. Je prends un exemple très pratique qu'on reprend souvent pour l'expliquer. Moi, comme citoyen français, je peux avoir intérêt à ce qu'on facilite la vente d'armes, par exemple, à l'échelle mondiale. Je peux, voilà, en tant que citoyen français. Et en tant que citoyen du monde, je peux considérer au contraire qu'il ne faudrait pas qu'on facilite cette vente d'armes. Et il ne s'agit pas de dire que l'un écrase l'autre ou qu'on devient une sorte de gigantesque État mondial, bien sûr, avec tout ce que ça a de problématiques. Et puis, pour le coup, c'est une vieille problématique en philosophie politique. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'on se dirige vers ça. Il s'agit juste de dire, comme il y a des lieux où ma citoyenneté nationale peut s'exprimer, ou régionale, ma citoyenneté européenne, peut s'exprimer à l'échelle mondiale, et c'est légitime, et c'est pertinent, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on imagine des lieux nouveaux, qui n'existent pas pour l'instant, où ma citoyenneté mondiale pourrait s'exprimer? Alors je prends un exemple qui peut biaiser un peu la réflexion, mais enfin, il s'agit de penser des institutions de ce type-là. Et dans ce que vous énumérez, tout ne se vaut pas, si vous voulez, bien sûr, l'UNESCO ou le projet d'une Cour mondiale des droits de l'homme, comme c'est défendu actuellement à l'ONU, et pas une institution tout à fait du même type que n'importe quelle institution internationale, même si c'est une institution mondiale. Voilà. Alors cette dimension internationale, juridique, comment peut-elle en fait être conciliée avec... Parce que je pense que c'est une crainte de pas mal de personnes lorsqu'elles entendent parler de citoyenneté mondiale, de cosmopolitisme. Il y a un peu cette crainte de la dilution des identités nationales, de la souveraineté nationale. Et on le voit même ici en Europe, comment certains partis politiques militent sans cesse contre certaines décisions de l'Union européenne. Parce que beaucoup de personnes sont très attachées à leur tradition, à leur souveraineté. Et en parlant de citoyenneté mondiale, même comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas nécessairement d'un nouveau méga-État absolu qui serait avec un président de la République pour tous les pays du monde, par exemple. Mais pensez-vous vraiment que ce soit possible de concilier cette notion de citoyenneté mondiale avec celle de citoyenneté, j'ai envie de dire, locale? En fait, dès que cette intuition est posée, c'est-à-dire milieu des années 90, avec ce qu'on a appelé les chercheurs de la démocratie cosmopolitique. Bon, c'est un terme un peu savant, mais c'est une école de pensée. Dès que cette intuition est posée, il y a une série de critiques qui se font jour, c'est normal. Je les recense rapidement. La première critique, elle porte sur la défense des ONG, c'est-à-dire on leur dit assez vite, mais quelle est ta légitimité démocratique? Tu n'as pas été élu, quoi. Donc c'est très beau tes intentions, mais enfin, évidemment, sur le plan démocratique, la montée donc ce dont on parlait tout à l'heure, la société civile mondiale, pose des problèmes de légitimité. Premier axe. Le deuxième axe, qui intervient assez vite, c'est aussi qu'on soupçonne ces penseurs-là de faire le lit de ce qu'on appelait la mondialisation économique. Voilà, alors c'est encore une manière de faire de la planète un gigantesque marché. Troisième critique, il y en a plein d'autres, mais là je vais un peu vite. Et la troisième critique, c'est précisément celle que vous énoncez, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas une manière de nier la réalité de nos enracinements, de nos particularismes, qui ont peut-être pas de valeur absolue en soi, mais qui ont quand même une valeur pour chacun d'entre nous. Voilà. Et donc il a fallu, on pourrait dire deuxième génération de publications, il a fallu répondre à ces critiques.
Alors sur la question de la dilution des identités nationales, évidemment c'est un très grand problème, mais enfin une très grande question je crois, si on veut essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible, et encore une fois, à chaque fois ça supposerait plein de choses, mais enfin, si on n'est pas capable de le dire clairement, ça pose peut-être un souci. Je crois que l'axe principal des réponses, ça consiste à dire quelle est la bonne échelle pour défendre ton identité nationale. Voilà. Est-ce que l'échelle cosmopolitique peut pas être un bon moyen de défendre un particularisme? Ou je le dis en termes encore plus ordinaires, est-ce que l'échelle mondiale peut pas être une bonne échelle politico-juridique pour défendre un particularisme? Est-ce que si tu te hisses pas à cette échelle, eh ben, ce que tu reconnais comme ayant de la valeur dans ton identité particulière, elle n'est pas condamnée à être perdue. Voilà. Ou en tout cas, elle sera plus dure à défendre. Voilà. Et donc, les penseurs comme le penseur italien Daniele Archibugi ou David Helt en Angleterre, ce sont des théoriciens politiques ou des philosophes politiques qui réfléchissent précisément à ça, c'est-à-dire comment des institutions d'une échelle supérieure peuvent contribuer à défendre l'échelle inférieure. Ça, c'est pour une réponse politico-juridique. Et puis, il y a une réponse un peu morale qui fait droit aussi à cette critique, qui essaye de lui faire crédit, qui la prend au sérieux, qui consiste à développer les thèses de ce qu'on appelle rooted cosmopolitanism, c'est-à-dire un cosmopolitisme enraciné, c'est-à-dire qui montre presque sur le plan anthropologique, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui montre à quel point la capacité à se projeter dans une appartenance globale dépend de la manière dont on est capable d'être enraciné dans une terre particulière. Et je précisais en préambule à ma réponse un peu longue, pardon, qu'il y avait plusieurs critiques, parce que précisément cette manière d'enraciner le citoyen éventuellement du monde dans une terre particulière, je crois que c'est aussi une intuition qui permet de répondre à l'accusation de faire le lit de la mondialisation en développant les idéaux cosmopolitiques. Voilà. Alors pour terminer, dernière question, parce que j'ai évoqué le fait d'en avoir discuté un peu avec certains étudiants des facultés Loyola. Comment pourrez-vous répondre à ces étudiants, ou même à certains de nos auditeurs, ou n'importe qui accuserait encore une fois ce concept de cosmopolitisme, de juste faire le jeu, si vous voulez, ou plutôt de paver la route, la voie à des formes, disons, de dilution totale et complète des identités nationales, ou certains m'ont même, par exemple, fait savoir que cet idéal de cosmopolitisme a parfois pu être utilisé pour coloniser, pour adopter certaines attitudes impérialistes, puisque après tout, si nous sommes citoyens du monde, pourquoi vous voulez garder votre pays? On peut venir l'envahir, il nous appartient à tous. Ces peurs, en fait, y a-t-il une manière, j'ai envie de dire, peut-être philosophique, ou de ne pas les éprouver, ou peut-on les dépasser, en fait? C'est peut-être là le sens profond de ma question. Je prends le temps de réfléchir parce que je veux pas être trop caricatural dans la réponse. Bon, je redirais bien volontiers que les penseurs du cosmopolitisme politique, donc de la démocratie cosmopolitique, ce sont justement ceux qui essayent de donner des outils politiques et juridiques à ceux qui souhaitent préserver un particulier, considérant que le particulier a de la valeur. Voilà. Et d'ailleurs, sur le plan strictement juridique, il y a toute une série de textes qui expliquent bien sûr que l'échelle mondiale n'est qu'une des échelles et qu'elle n'a pas de compétences. Par exemple, c'est l'exemple de Daniele Archibugi, il dit c'est évidemment pas à l'échelle du monde qu'on réglera l'heure de l'éclairage de nos rues, dans nos villes, ça va de soi. Ce qui est une manière de dire, bon, eh bien, c'est une affaire au fond, c'est une affaire de subsidiarité, c'est-à-dire de dilution verticale de la souveraineté. Et une manière de déployer la souveraineté à différentes échelles en fonction du degré de pertinence. Et l'intuition des cosmopolites politiques, c'est de dire qu'il manque une échelle. Ça ne veut pas dire que les autres disparaissent, mais c'est juste qu'il manque une échelle pour traiter de manière pertinente de certains problèmes cosmopolitiques, le dérèglement climatique, les crises sanitaires, etc., etc. Voilà. Et puis je crois qu'il y a
pour aller jusqu'au bout de votre question, je crois qu'il y a une autre intuition ou une autre résistance qu'on peut rencontrer, que vous évoquez pas directement, mais qui est suggérée par une de vos remarques, c'est l'idée que de toute façon ça marchera pas, que les gens tiennent trop à leur patrie pour pouvoir honorer l'idéal cosmopolitique, mettant les deux en concurrence et disant en quelque sorte on voit bien que partout il y a des replis identitaires, donc si tu attends le partage commun d'un idéal cosmopolitique, tu l'auras jamais. Et par là, on est renvoyé à l'idée qu'il y aurait une forme d'idéalisme dans la position cosmopolitique, là où le réalisme serait du côté de l'identité nationale. Bon, je crois qu'il y a quand même une série de problèmes récents qui nous ont montré qu'on peut retourner cette équation, c'est pas une pirouette rhétorique, pour se dire que peut-être que ce qui est naïf, c'est de considérer que les choses peuvent continuer comme avant. Et que les vieilles habitudes juridiques, enfin vieilles, hein, elles ont qu'une centaine d'années, hein, ça a été une parenthèse, le rapport qui se prétend réaliste à la souveraineté nationale, par exemple, que ce rapport-là suffirait pour régler les questions de justice internationale ou de l'urgence écologique. Voilà. En tout cas, merci infiniment, lui, d'avoir accepté de répondre à nos questions, malgré votre emploi du temps chargé en tant que recteur. Merci à vous de cette invitation, encore une fois. C'est vraiment une urgence agréable à traiter. Merci. Effectivement, je pense que c'est très intéressant de noter aussi les définitions caricaturales ou les idées caricaturales relatives à la question du cosmopolitisme. Et je pense que vous l'avez fait avec beaucoup de brio. Donc je vous remercie une fois de plus, lui. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.